Dans un vaste royaume baigné par la douceur du soleil, là où les vallées ondulaient comme des océans verts et où les rivières scintillaient comme des rubans d'argent, vivait une jeune femme nommée Elina. Son existence aurait dû être bénie. Son père, maître marchand reconnu, avait autrefois parcouru les terres lointaines, rapportant soieries, épices rares et trésors des quatre coins du monde. Leur demeure, nichée au sommet d'une colline, dominait les champs dorés, symbole d'une vie de travail et de réussite. Mais la fortune est capricieuse, et la santé de son père déclina subitement, comme un feu s'éteignant faute d'air. Affaibli et conscient de l'ombre qui planait sur son avenir, il prit une décision désespérée. Il épousa une femme de noble lignée, réputée pour sa beauté froide et ses manières impeccables, espérant qu'elle offrirait à Elina protection et affection après son départ. Hélas, il ne fallut guère longtemps pour qu'Elina découvre le véritable visage de cette femme nommée Dame Sibylle. Sous son masque de douceur, elle cachait un cœur de pierre. Obsédée par l'apparence, l'argent et le statut, Sibylle ne voyait en Elina qu'un obstacle à l'ascension sociale de ses propres filles, Livia et Maud. Deux jeunes femmes au visage charmant, certes, mais dont les langues acérées et les cœurs remplis de jalousie n'avaient d'égal que leur fainéantise. Elle percevait Elina non comme une sœur, mais comme une menace silencieuse. Chaque sourire de la jeune fille, chaque éclat de bonté, était pour elle une offense qu'il fallait punir. Dès la disparition du père, Elina fut arrachée à ses rêves d'enfance. Son univers bascula, elle ne dormit plus dans sa chambre, mais dans l'ancien débarras sous l'escalier, aux murs froids et humides. On la dépouilla de ses beaux vêtements pour ne lui laisser que des robes grossières. Chaque jour, du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, elle nettoyait les parquets de marbre, frottait les vitres jusqu'à ce qu'elles brillent comme des diamants, recousait les robes déchirées de ses demi-sœurs et s'épuisait à la cuisine pour préparer des festins auxquels elle n'était jamais conviée. Pendant que Livia et Maud se pavanaient dans des toilettes de soie et de brocart, sirotaient des vins rares et riaient des prétendants qui leur faisaient la cour, Elina se contentait d'un morceau de pain rassis, le regard perdu par la fenêtre ouverte sur les collines lointaines. Elle rêvait. Oh, combien elle rêvait! De liberté, d'une vie sans chaîne, d'un endroit où personne ne pourrait jamais plus l'humilier ni la servir. Mais dans cette maison aux murs étincelants, sa liberté paraissait aussi inaccessible que les étoiles dans le ciel nocturne. Un matin, alors que le village s'animait d'un brouhaha inhabituel, un messager royal fit son entrée, escorté par des soldats en armure étincelante. Sur la place centrale, il déroula un parchemin scellé aux armes du royaume et lu à haute voix, d'un ton solennel. Par décret royal, et afin de restaurer l'équilibre entre les classes sociales. Chaque noble sans titre se verra contraint d'unir par mariage son sang à celui d'un roturier. Que l'amour ou le hasard décide de l'union, mais que l'égalité en soit l'issue. Le silence tomba sur la foule. Puis éclata une tempête de murmures outrés et de protestations étouffées parmi les notables. Dans sa grande demeure, Dame Sibylle, blême de rage, convoqua ses filles. Elle devait trouver un moyen d'éviter que Livia et Maud ne soient souillées par une telle union dégradante. Rapidement, son esprit machiavélique trouva la solution. Elina serait leur bouc émissaire. Elle sacrifierait la bâtarde dont la seule présence lui rappelait la défunte épouse du marchand. Ainsi, elle préserverait la pureté de ses propres filles et éloignerait pour toujours celle qu'elle considérait comme une épine dans son ambition. Dans les jours qui suivirent, l'agitation gagna le royaume tout entier. Le roi avait ordonné un grand bal au palais provincial, un événement où roturiers et nobles se mêleraient pour former des alliances imposées par le sort. Le soir du bal, le manoir fut en effervescence. Livia et Maud, parées de soieries éclatantes, de colliers d'ambre et de perles, ressemblaient à des reines. Elina, elle, fut contrainte d'enfiler une robe déchirée qu'on avait abandonnée dans un coffre poussiéreux. Ses cheveux, qu'elle avait autrefois fièrement ornés de rubans de velours, étaient simplement tressés à la hâte. Accompagnée de ses belles sœurs ricanantes, Elina franchit les lourdes portes du palais, le cœur battant d'angoisse. Sous les voûtes dorées et les lustres de cristal, la musique emplit la grande salle. Le parfum des fleurs fraîches se mêlait à celui des plats raffinés. Mais Elina se sentit invisible, engloutie dans cet océan d'opulence. À l'autre extrémité de la salle, un mouvement attira son regard. Un jeune homme, grand, massif, à l'allure négligée, fendait la foule. Son manteau en loques laissait entrevoir une peau hâlée par le soleil, ses bottes étaient éraflées, et ses cheveux en bataille semblaient n'avoir jamais connu ni peigne ni soin. Les nobles s'écartaient sur son passage, le dévisageant avec mépris. Des murmures s'élevèrent. Quel culot! Laisser entrer un vagabond!
C'est sûrement une erreur. On disait de lui qu'il errait de village en village, sans maison ni fortune. Un mendiant. Un reboot de la société. Pourtant, lorsqu'Elina croisa son regard, elle sentit son souffle se suspendre. Ses yeux étaient d'un bleu si intense qu'ils semblaient percer à travers l'âme. Ce n'était pas la soumission ni la misère qui y brûlaient, mais une étrange lueur d'assurance, de pouvoir caché. Kaël, car tel était son nom, marcha droit vers elle, ignorant les rires, les murmures, les regards dédaigneux. Sous les yeux ébahis de l'assemblée, il tendit la main à Elina et déclara, d'une voix grave, presque solennelle. « C'est toi que je choisis. » Un silence choqué tomba sur la salle. La belle-mère d'Elina, cachant son soulagement derrière un éventail de dentelle, adressa à ses filles un regard victorieux. Enfin débarrassée de cette vermine. Ainsi, à la stupeur générale, la destinée d'Elina fut scellée. Elle serait l'épouse d'un mendiant. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Le mariage fut célébré dans la plus grande discrétion. Pas de cortège éclatant, pas de musique éclaboussant les rues, pas de robe blanche vaporeuse ornée de perles et de dentelles. Non. Seulement quelques mots échangés devant un prêtre fatigué, dans une chapelle oubliée, au mur fissuré par le temps. Elina, le regard baissé, ses mains tremblantes serrant les pans usés de sa robe grise, prononça son oui d'une voix à peine audible, non par amour, mais par devoir. Son cœur, meurtri par des années d'humiliation silencieuse, avait cessé de croire à un avenir meilleur. Aussitôt après la cérémonie, Kaël la conduisit loin des fastes du village, jusqu'à la lisière de la ville. Là, au bout d'un chemin de terre battue, se dressait une petite cabane à moitié dissimulée sous les branches basses des vieux chênes. Les volets pendaient de travers, le toit laissait s'infiltrer la lumière de la lune, et le jardin n'était qu'un enchevêtrement d'herbes folles. À première vue, c'était un lieu d'abandon. Un lieu qui semblait refléter exactement la tristesse d'Elina. Pourtant, en franchissant le seuil, elle ne trouva ni colère, ni brutalité. Pas de voix hurlante, pas de poing levé, pas d'ordres aboyés comme elle en avait si souvent reçus chez sa belle-mère. Au contraire, Kaël se montra d'une réserve inattendue. Il parlait peu, ne la contraignait à rien, respectait chacun de ses silences comme un écrin fragile. La cabane, bien que pauvre, devint un refuge discret contre la cruauté du monde extérieur. Kaël réparait ce qu'il pouvait, une chaise branlante, une fenêtre fendue. Il coupait du bois pour le feu, pêchait dans la rivière, partageait avec Elina de simples repas, un peu de pain, quelques légumes cueillis, parfois du poisson. Jamais il ne se plaignait. Jamais il ne demandait plus que ce qu'elle pouvait donner. Le temps, d'abord lourd et suspendu, commença lentement à tisser entre eux un fil invisible. Les jours s'empilaient comme des feuilles d'automne, et Elina, malgré elle, apprenait à connaître cet homme mystérieux. Elle remarqua sa manière étrange de poser ses couverts avec précision, de nouer ses bottes d'une méthode militaire, de se tenir droit même dans la fatigue. Parfois, lorsqu'il pensait qu'elle ne regardait pas, il dessinait sur le sol de la cendre des schémas compliqués, cartes de routes commerciales, blasons de maisons nobles, symboles codés. Il ne parlait jamais de son passé. Il éludait ses questions avec un sourire doux, presque triste. Pourtant, ses mots trahissaient parfois une connaissance inhabituelle des choses du monde. Il évoquait des cités dont seuls les marchands et les diplomates parlaient, décrivait les rouages du pouvoir avec la précision d'un stratège. Il connaissait le prix des pierres précieuses, les saisons de récolte du thé dans les montagnes, les lois complexes du commerce maritime. La nuit, Elina le surprenait souvent assis près du feu mourant, le regard perdu dans les flammes, comme un homme portant un fardeau invisible, lourd, ancien. Une nuit d'orage, alors que le vent hurlait contre les murs fragiles de la cabane et que les éclairs déchiraient le ciel en mille veines argentées, tout changea. Ils étaient assis à la petite table branlante, partageant un maigre repas de soupe tiède et de pain rassis. La lumière vacillante des bougies projetait des ombres étranges sur les murs. Kaël, silencieux, jouait machinalement avec une miette de pain. Puis, sans prévenir, il releva les yeux vers Elina. Ses prunelles brillaient d'une intensité nouvelle, presque douloureuse. D'une voix rauque, comme étranglée par des mois de silence, il murmura. « Il est temps que tu connaisses la vérité. » Elina sentit son cœur battre plus fort dans sa poitrine. Kaël se leva lentement, renversa sa chaise derrière lui sans même y prêter attention. D'un geste sûr, il ôta ses haillons trempés par l'orage. Elina retint son soufflet. Sous les couches de tissu usé, une lueur métallique scintilla, une bague d'or pur, sertie d'une minuscule pierre d'onyx,
ornait son doigt. Le symbole gravé sur le sceau était celui des grandes maisons commerçantes du royaume voisin, une marque réservée aux héritiers des lignées les plus riches et les plus puissantes. Kael n'était pas un mendiant. Il n'était pas ce vagabond sans foyer que tout le monde avait méprisé. Il était le dernier fils d'une dynastie marchande légendaire, l'un des héritiers les plus recherchés, disparu depuis des années pour échapper aux complots assassins et aux ambitions voraces de la cour. Sa voix, douce mais ferme, emplit la pièce. « Je n'ai jamais fui par faiblesse, Elina. J'ai fui pour survivre. Pour trouver un endroit où je pourrais être vue pour ce que je suis, non pour ce que je possède. J'ai choisi de vivre humblement pour découvrir un cœur vrai dans un monde de faux semblants. Et toi, Elina, tu as vu mon cœur. » Sous le choc, Elina laissa tomber sa cuillère. Les larmes qu'elle retenait depuis des années inondèrent ses joues. Elle tomba à genoux, incapable de parler, envahie par un tourbillon d'émotions. La surprise, la gratitude, la peur aussi, mais surtout une immense, brûlante espérance. Kael s'agenouilla devant elle, prenant ses mains calleuses dans les siennes. « Je veux t'offrir ce que tu n'as jamais eu, Elina, murmura-t-il avec une tendresse infinie. Ta liberté, ta dignité, ta revanche. » La tempête dehors rugissait comme un écho de leur tempête intérieure. Mais entre eux, dans la petite cabane tremblante, naissait enfin une lumière indestructible. Avec la richesse et l'influence retrouvées de Kael, un plan minutieux fut élaboré dans le plus grand secret. Il ne s'agissait pas seulement de se venger, c'était une question d'honneur, de réparation, de renaissance. Elina, métamorphosée, n'était plus la jeune fille maigrelette vêtue de haillons. Son allure dégageait désormais une grâce naturelle, une assurance tranquille. Ses robes, taillées dans des tissus somptueux venus des quatre coins du monde, soit chatoyantes, brocart d'or, velours aux couleurs profondes, flottaient derrière elle comme un écho de sa dignité retrouvée. Ses cheveux, autrefois attachés à la hâte pour les corvées, tombaient en lourdes vagues brillantes, encadrant son visage éclairé d'une nouvelle lumière. Quand elle revint au village, personne ne la reconnut. Pas même ceux qui, autrefois, l'avaient regardée de haut, l'avaient accablée d'ordre et de moquerie. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une noble voyageuse, une étrangère mystérieuse aux manières exquises et à la fortune incalculable. Sous un nom d'emprunt, Dame Solna, Elina entama son œuvre. Elle engagea des notaires, des comptables et des émissaires qui, discrètement, rachetèrent les dettes écrasantes que la belle-mère et ses filles avaient contractées à force d'avidité et de vie dispendieuse. Elle s'était ruinée en banquets ostentatoires, en parures inutiles, en ambitions démesurées. Désormais, sans le savoir, chaque hectare de leur terre, chaque pierre de leur demeure, chaque bijou de famille était passé sous le contrôle d'Elina. Avec une précision chirurgicale, elle resserra doucement l'étau. La belle-mère, fière et arrogante, sentit l'étreinte de la pauvreté sans en comprendre la cause. Les fêtes se firent rares, les dettes s'accumulèrent, et bientôt, même leurs robes soyeuses commencèrent à montrer des signes d'usure. Puis vint le jour du grand banquet. Kael, redevenu l'un des hommes les plus influents du royaume, était célébré par les ducs, les comtes et même les princes. La cour entière se pressait à ses côtés, avide de s'attirer ses faveurs. La salle de réception était un chef-d'œuvre de lumière et de faste. Des lustres de cristal suspendus au plafond voltaient doucement sous le souffle des musiciens, des tapis rouges s'étendaient comme des rivières de sang sous les pas des invités, et l'air était saturé du parfum entêtant des fleurs rares. Au sommet de cet éclat, Elina fit son entrée. Le silence tomba aussitôt. Chaque tête se tourna vers elle, captivée par sa beauté tranquille, son port de reine sans couronne. Ses yeux, d'un éclat calme et profond, parcouraient la salle comme des vagues douces et implacables. Au fond de la salle, misérable dans des robes élimées, se tenaient la belle-mère et ses deux filles. Le visage tiré, le dos voûté par la honte et la peur, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Poussée par le besoin, par la faim, par l'humiliation, elles avancèrent jusqu'à Elina. Sans la reconnaître, elles tombèrent à ses pieds, suppliant pour un emploi, une protection, une miette de sa fortune. Alors, dans un silence si profond qu'on entendait le crépitement des bougies, Elina se pencha légèrement vers elle, un sourire doux mais ferme éclairant son visage. Sa voix, claire et posée, résonna dans l'assemblée. « Je vous offre non pas la punition que vous méritez, mais la leçon dont vous avez besoin. » Un murmure parcourut la salle. « Aujourd'hui, je vous rends votre liberté, poursuivit-elle, afin que vous compreniez ce que signifie vraiment la perdre, et peut-être, un jour, apprendre à la mériter. » Elle fit signe à un intendant, qui tendit aux trois femmes des actes officiels. Leurs terres, leurs maisons,
Leur ancien monde leur était rendu. Mais sous une seule condition. Elle devait transformer leur domaine en école pour les enfants pauvres du royaume, et y travailler elle-même, jour après jour, sans privilège, sans échappatoire. Face à la stupeur générale, la belle-mère et ses filles acceptèrent en tremblant. La peur, la honte et une lueur d'espoir nouveau dansaient dans leurs regards. Elina, sans un mot de plus, tourna les talons. Elle ne voulait pas voir leur humiliation, elle voulait voir leur renaissance. Kaël et Elina s'éloignèrent peu après des fastes et des intrigues de la cour. Ils parcoururent les provinces oubliées, là où les royaumes brillants ne voyaient que misère et silence. Partout où ils allaient, ils bâtissaient. Des orphelinats pour les enfants perdus. Des hôpitaux pour les malades ignorés. Des marchés équitables où les paysans vendaient leur labeur à juste prix. Elina, dans chacun de ses gestes, insufflait la même bienveillance que celle qu'elle aurait rêvé de recevoir. Les gens l'appelaient bientôt la reine sans couronne. Non pas parce qu'elle régnait par la force ou le sang, mais parce qu'elle régnait par le cœur. Elle n'était plus la jeune fille enfermée dans une prison dorée, ni la servante méprisée. Elle était devenue une femme libre, forte, respectée. Et aux côtés de Kaël, elle n'était pas seulement aimée. Elle était vivante. Intensément, brillamment, infiniment vivante.